Là, on a clairement un objectif qui n'est pas forcément smart. L'année prochaine, je veux aller au French, ça veut dire quoi? On va chercher les vraies unités de mesure, où t'es, maintenant, les qualifier au French, où ils étaient, le chemin à parcourir. Là, on a un objectif smart. On sait qu'il faut gagner tant sur les barres, tant sur la gym, tant sur le rameur. L'objectif de ce speech, c'était vraiment d'aborder l'aspect psychologique de l'entraînement, okay, et on va aborder certains sujets un peu plus de surface, c'est-à-dire comment se fixer des objectifs, les sources de motivation, le dialogue interne, et on va essayer de plonger aussi un peu plus profondément dans le pourquoi vous faites ça, okay, et aborder des thèmes un peu plus philosophiques. Okay. Il y en a peut-être certains qui auront l'impression de retourner en terminale. Mais voilà, ok. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible et aussi que vous puissiez participer. D'accord? Donc, on va commencer par comment se fixer un objectif. Ok. Donc, quand vous allez à la salle, vous avez ce qu'on appelle un plan. Donc, souvent, en langage CrossFit, on parle de prog, la prog de la salle, la prog que je suis. Mais en réalité, on parle de plan d'entraînement. Ok. Et un plan, en fait, si vous regardez sur le Larousse, la définition de plan, c'est suite ordonnée d'actions dans le but d'atteindre un objectif. Okay. Donc en gros, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan. Okay. Donc pour que votre plan ait du sens, il faut avoir un objectif ou des objectifs. Et il y a des bons, littéralement, il y a des bons ou des mauvais objectifs. Okay. Donc en psychologie, il y a un psychologue américain qui a créé le concept de SMART Goals. Okay. SMART en anglais, ça veut dire quelque chose de futé, quelque chose d'intelligent, c'est SMART. Et c'est aussi l'acronyme de Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-Based. Okay. Donc la traduction, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et fixé dans le temps. Alors à la base, ça c'est fait pour les Smart Goals, c'était au début créé pour la gestion d'entreprise, mais en fait au final c'est quasiment plus efficace dans le sport. Alors spécifique, qu'est-ce qu'un objectif spécifique? Ça doit être spécifique à votre pratique, à votre vie, à votre personnalité, et en CrossFit, juste être meilleur au CrossFit, c'est pas forcément spécifique. Par contre, gagner 5 kilos sur mon snatch, c'est quelque chose de spécifique à votre pratique, d'accord? Je veux me qualifier là ou réussir à faire ça, être meilleur en CrossFit, c'est pas quelque chose de vraiment spécifique. Par contre, si vous prenez quelque chose que vous faites dans votre pratique, j'aimerais réussir à faire 20 toast to bar unbroken, là maintenant je suis à 10, j'aimerais en faire 20. Ok, ça c'est spécifique, d'accord? Ensuite, mesurable. Même chose, dire je veux être meilleur en CrossFit, ok d'accord, mais c'est quoi être meilleur en CrossFit? D'accord? Je suis bon au pull-up, ok, mais peut-être moi je suis bon au pull-up pour moi, pour Baptiste je suis peut-être bon au pull-up, mais pour l'autre Baptiste je suis peut-être nul. Ok, donc ça doit être mesurable. Donc aujourd'hui je suis capable de faire une traction lestée à 50 kg, j'aimerais passer à 55-60. Là c'est mesurable, d'accord? Là on a la métrique des kilos. J'aimerais passer de 5 km run en 20 minutes à 19-30. Bon, ben là, on a les secondes. C'est mesurable. D'accord? On a une unité de mesure. Ensuite, atteignable. Ben forcément, je veux gagner 10 kilos sur mon squat. Ouais, mais d'accord, mais dans combien de temps? Quand je me dis, ah, c'est bon, je veux les gagner les 10 kilos. Dans 3 ans, 6 ans, au final, je les atteins peut-être jamais. Donc, il faut que ce soit... ah non, oui, c'est ça. Atteignable. Si je veux gagner sur mon squat, si je me dis je veux gagner 30 kilos sur mon squat en 3 mois, c'est pas très atteignable, pas naturellement en tout cas. Donc dans ces cas-là, ça peut être l'inverse qu'une motivation. Si c'est quelque chose de pas atteignable, au contraire, ça va plutôt être démotivant. Si je me fixe un cycle de squat 12 semaines et au final je gagne que 5 kilos, eh ben, je vais être frustré et je vais souffrir. Alors que si je me fixe un objectif vraiment atteignable, ben je vais être plutôt content et ça va me motiver pour le cycle d'après, l'objectif d'après. Pertinent, donc relevant, qui ait du sens sur votre pratique ou sur la personne que vous êtes. Donc, j'ai envie de me qualifier, de faire
je sais pas, 100e français aux Open, mais j'ai pas envie de m'entraîner 2h30 par jour. Est-ce que c'est pertinent? Pas vraiment. J'ai envie d'être top 100 français aux Open. Du coup, je fais tous les dimanches une sortie à vélo, je grimpe le Mont Ventoux. Est-ce que c'est pertinent? Non. J'essaie de trouver un objectif qui soit pertinent avec mes objectifs et aussi que mes objectifs soient pertinents avec ma personnalité, okay, et avec la pratique que je fais. Et fixer dans le temps. Donc, se fixer une deadline, toujours pour garder la motivation et qui va vous pousser à agir. J'ai envie de gagner 10 kilos sur mon squat dans 4 ans, c'est bon, j'ai le temps. Non, non, je veux gagner 10 kilos sur mon squat d'ici 2024. Là, je sais où je vais, je sais combien de temps j'ai, et du coup, je mets en place un plan d'action pour réussir. D'accord? Donc là, le but, il y en a un d'entre vous qui va me donner un objectif, et on va essayer de voir ensemble si c'est un objectif SMART ou pas. Tiens, Baptiste, vas-y, tu es devant moi, du coup, comme à l'école. À la fin de l'année, j'aimerais bien snatcher 90. Ok, la fin de l'année. Ouais. Tu aimerais bien snatcher 90. Est-ce que c'est spécifique? Oui. Du snatch, T'as dit combien déjà? 90. Ok. T'es à combien? 85. Ok. Donc gagner 5 kilos sur son snatch, est-ce que c'est spécifique? Oui. Pour le CrossFit, en tout cas, c'est spécifique. Est-ce que c'est spécifique avec les objectifs de Baptiste? Oui. Tes objectifs au long terme, en termes de plan de carrière, on va dire. Ouais. Ouais, ok. Est-ce que c'est mesurable? On a les unités, on a 5 kilos à gagner. Ok. Est-ce que c'est atteignable? Donc, tu m'as dit quand déjà? Avant la fin de l'année. Ok. Donc, on est en mai. On a 7 mois. Est-ce que c'est atteignable? Ça peut se faire. Ça dépend quand il a passé la 85. C'est exact. Tu l'as passé quand la 85? Non, il y a 3 semaines, un mois. Ok. Selon vous, c'est atteignable? Bon, je pense. Hein. Ouais, je pense que oui. Relevant, est-ce que c'est pertinent? Donc, c'est quoi tes objectifs au long terme, Baptiste? Prendre 10 kilos sur toutes mes barres. Ok, bon, c'est pertinent. J'ai que ça en tête. Ok, s'il veut snatcher 100, c'est pertinent. Après, ça dépend. Si c'est gros plein faible, c'est la gym, c'est moins pertinent. Ouais, mais si Baptiste, il n'a pas forcément envie d'être bon en CrossFit, il veut être bon sur les barres. C'est pertinent. Par contre, s'il me dit, ouais, je veux gagner 10 kilos sur mon snatch, 10 kilos sur mon clean, sur mon squat, et que je le vois tous les mardis en train de faire des chest to bar par série de 120, pas très pertinent. On est d'accord? Ok. Fixé dans le temps, on a 7 mois. C'est un objectif SMART. Ok. On va essayer de prendre un contre-exemple. Tiens, Arthur, donne-moi un objectif qui, selon toi, serait pas forcément SMART. Aller au semi. Aller au semi. Pas l'année prochaine. Allez, on va dire aller au semi dans 2 ans. Ok? Est-ce que c'est spécifique? Je sais pas, hein. Aller au semi, ça veut dire quoi aller au semi? Est-ce que ça nous donne une unité? Déjà, aller au semi. Bon, c'est d'accord, c'est du CrossFit, mais c'est pas trop spécifique. On n'a pas vraiment le contrôle. On ne sait pas s'il y aura encore des semis dans 2 ans. On ne sait pas qui sera inscrit au quart. On ne sait pas quel niveau sera celui des autres. On n'a pas le contrôle dessus. C'est pas très spécifique. On peut aller en tribune, oui. Bah après, si tu vas là, bon, là c'est autre chose. Mais... Ouais, là tout de suite, c'est très smart. Non, mais là, en fait, si tu me dis je veux aller au semi dans 2 ans, c'est-à-dire tu donnes, on va dire, sur des trucs que tu contrôles pas. Donc tu t'exposes à de la souffrance, tu t'exposes à de la frustration. Est-ce que c'est mesurable dans 2 ans? Ouais, on a le temps, on a le time base dans 2 ans, mais mesurable, c'est quoi aller au semi en termes d'unités de mesure? Est-ce que quelqu'un peut me dire les unités de mesure pour aller au semi? Ouais, on doit être dans le top 60, mais le top 60, c'est pas vraiment une mesure. Si on ramène un métrologue, c'est pas trop... T'es métrologue? C'est pas une unité de mesure, on est d'accord? Top 60 au quart Europe, c'est pas une unité de mesure. En plus, d'ici là, autant, CrossFit, si ça leur pète, ils te disent, oh, finalement, les Européens, on vous donne que 40 places. Tu contrôles pas ça. Baptiste, toi qui es coach et qui est face à moi, des unités de mesure d'un athlète niveau semi-finals en 2023.
qu'est-ce qu'on a eu, les athlètes qui sont qualifiés en 2023, c'était quoi les unités de mesure en termes de barres, de gym, de cardio, plus ou moins de ce que tu sais? Ce serait du 120. Ouais. Après, GR 150. Ouais. Après, sur des WOD, Sur un 2K rameur, c'est du 6,30. du 630. Ouais. Sur des 30 ring muscle up for time, Moins de 3 minutes. moins de 3 minutes. 100 burpee bar facing for time, moins de 5 minutes. Là, on a déjà plus de mesures quand même que juste aller au semi. Ok. Atteignable, ça va dépendre d'où tu pars. Mais si ça ne l'est pas, si tu es beaucoup trop loin, je vais te dire, bon, ben, peut-être il va te falloir encore 4 ans ou peut-être 5 ans de plus. Ou alors peut-être je vais te dire, d'abord, qualifie-toi aux AFI, au quart, ouais. Qualifie-toi top 20 aux AFI, top 30 au French, et fais des top 10 sur les compétitions nationales, et après on verra les semis. D'accord? Là déjà, c'est peut-être plus smart. Est-ce que c'est pertinent? Ça dépend, t'as envie de faire quoi dans la vie, Arthur? T'as envie de faire quoi dans la vie, Arthur, toi qui as 20 ans? Du coaching et du coup, faire un crossfit. En tant qu'athlète ou en tant que coach? Ok, bon, c'est pertinent, du coup. Et time-based, on a les 2 ans, mais bon, on sait pas, comme on a dit, on sait pas trop d'ici là, parce que ça sera des demi-finals, des semi-finals. Donc du coup, là, on a clairement un objectif qui n'est pas forcément smart. L'année prochaine, je veux aller au French, ça veut dire quoi? On va chercher les vraies unités de mesure, où t'es, maintenant, les qualifier au French, où ils étaient, le chemin à parcourir. Là, on a un objectif smart. On sait qu'il faut gagner tant sur les barres, tant sur la gym, tant sur le rameur, tant sur le... Oui. Pour le time base aussi, c'est dur de dire dans un an, je trouve que le time base est plus loin. Vous devez avoir des objectifs. Ben, si tu as la métrique atteignable, pertinent, le time-based il devient de suite plus facile. Tu vois, si je veux gagner 5 kilos sur mon snatch dans 7 mois, j'ai la métrique, c'est pertinent, le time-based c'est beaucoup plus facile de le fixer après. Par contre, Baptiste, s'il me dit dans un mois, je vais lui dire, bon, attends, voilà, on va attendre un peu. On va plutôt dire 5, 6, ok? Des questions sur... Oui. Moi, je fais de la prépa mentale. Et par exemple, le TMS, il y a cela, et après aussi des outils. Ouais, Où tu as des intentions et des objectifs de séance. tout à fait. Oui, il y a plusieurs... Un truc qui est maîtrisable dans ces objectifs motrices, mais ça permet aussi de rester motivé. Exactement. Donc il y a plusieurs échelles de time-based. Donc, par exemple, Baptiste, il veut gagner 5 kilos sur son snatch dans 7 mois. Avant ça, je vais lui dire, ok, bon, ben déjà, d'ici 12 semaines, sur le prochain bloc d'entraînement, on va faire en sorte que tu sois capable de faire 85 tous les vendredis. Donc, il faut que dans 3 mois, tous les vendredis, donc une fois semaine, tu sois capable de refaire ton max. Les 3 mois sont passés, on a réussi. Donc, il a pu se concentrer sur ça et rester motivé et vraiment se concentrer sur l'instant, entre guillemets, parce que c'est relativement court, 3 mois. Les 3 mois sont passés, on a atteint l'objectif. Maintenant, on va se dire, il faut maintenant que tu réussisses à faire une barre à 87 d'ici les 6 prochaines semaines. D'ici les 3 prochaines semaines, on va dire. Ok, tu as réussi. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Il y a plusieurs échelles dans le time base. Donc, Baptiste, il veut gagner 10 kilos sur toutes ses barres. Il est passé d'abord par 5 kilos. Des questions? On est bon? Okay. Donc, le dialogue interne. Est-ce que vous savez ce que c'est que le dialogue interne? Ouais. C'est ce qu'on se dit un peu dans la... Ouais, c'est un peu les pensées, ce qu'on se dit dans la tête. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont le dialogue interne très... C'est un dialogue externe. Ben, Rémi, par exemple, tout ce qui se passe par la tête, ça sort direct. Ça, on l'a vu. Pour avoir fait une compète avec lui, c'est vraiment... tout ce qui se passe là-dedans, ça sort direct. Mais il y en a, ça se passe dans la tête et ils ne le disent pas trop aux autres. Donc c'est un peu votre introspection, ce que vous vous dites quand vous WODez, en dehors des WOD, après les WOD, avant les WOD. C'est très difficile de le mesurer parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on peut être sur un effort max. On peut avoir un dialogue interne et pas s'en souvenir parce que tous vos compteurs étaient au rouge, vous avez le cardio qui était très haut, vous étiez très essoufflé, etc. Et du coup, après, c'est très difficile de se rappeler ce que vous êtes dit, ou même sur une barre max avant de faire la barre. Des fois, quand on leur demande qu'est-ce que tu t'es dit avant de faire la barre, il y en a qui s'en souviennent pas. Mais en gros, le dialogue interne, ça correspond à tout ça.
Ok. Il y a plusieurs types de dialogue interne et évidemment le dialogue interne, il a un très 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 gros effet sur la performance. Et si vous avez des smart goals, ça permet aussi de maîtriser votre dialogue interne parce que si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, vous allez tous penser à un éléphant. Par contre, si je vous dis pense à un avion, vous allez penser à un avion et pas à un éléphant du coup. Du coup, si vous avez les smart goals sur des petites échelles, dans la séance, dans la semaine, dans le mois, dans les 6 prochaines semaines, etc., vous allez réussir à maîtriser un petit peu plus le dialogue interne parce que vous savez où vous allez vous focus, votre dialogue interne sera focus sur suivre le chemin, suivre le plan. Ok ? Type de dialogue interne à pensée négative. Donc, il pleut, je ne peux pas woder sous cette pluie. La version positive, personne n'aime la pluie, mais je peux woder, certains le font. Ok ? Je vais vous donner un exemple qui est très très frais. Là, en ce moment, j'ai Pierre Doré qui est en Alsace, qui fait les 57 throwdowns. Et il a vu tout à l'heure, ce matin, en regardant le leaderboard des affiliates, qu'il était 11e et pas qualifié. Il y en aurait beaucoup qui seraient dit, bon, ben, tant pis, cette année, je ne les fais pas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Avant le WOD final, il est allé sur la zone de warm-up, il a refait le WOD, et il a fait mieux sur toutes les parties. Et il est qualifié, bon, normalement jusqu'ici, sur la compète. Si on a ce dialogue interne, il pleut et il va peut-être gagner, on verra. La différence entre il pleut, j'aime pas la pluie, et il pleut, c'est pareil pour tout le monde, j'y vais quand même. Ok ? J'ai pas de raison de m'entraîner, je n'ai aucun talent naturel. Version pensée positive, j'ai vu de bons athlètes qui ont eu à travailler pour réussir, je peux le faire si je m'entraîne correctement. Ce juge est infect, il fait que me mettre des no-reps, version positive. Il n'y a rien à faire à son sujet. Je vais me concentrer sur ce que je dois faire, il y a une petite faute, pardon, sur ce que je veux faire. Si je ne laisse aucun doute, il ne pourra rien faire. Version négative, version positive. Okay ? Je recentre la chose sur quelque chose sur laquelle j'ai le contrôle. Ok ? Il y a plusieurs manières de corriger le dialogue interne. Il y a de l'imagerie mentale. Donc il y en a qui, par exemple, avant un snatch, ils ferment les yeux, ils s'imaginent en train de faire le snatch. Donc vraiment, ils s'imaginent, ils essaient de ressentir. Il y en a qui arrivent à pousser l'imagerie jusqu'à avoir les mêmes sensations de prendre la barre, sentir la partie rugueuse de la barre. Moi, j'ai des potes qui font du powerlifting. Ils font de l'imagerie avant chaque squat. Ils arrivent à presque ressentir le poids de la barre sur leur trapèze, etc. Les skieurs de haut niveau font beaucoup ça. Ils font le parcours dans leur tête avant d'aller. Mais c'est pas l'auto-hypnose, ça ne parle pas de l'auto-hypnose, ça. C'est de la méditation. C'est de l'imagerie, tu t'imagines en train de faire la chose comme ça, quand tu y vas, tu as l'impression de l'avoir déjà fait. Et du coup, tu as moins de crainte. Par exemple, moi je sais que on travaille là-dessus, sur la réussite, donc si tu veux 90, tu as 85, tu te remets en cause dans les sensations, la boule au ventre, comment tu étais concentré, et cette partie imagerie mentale. D'ailleurs, quand un coach un groupe classe ou coach quelqu'un, quand on veut placer quelqu'un bien au deadlift, souvent moi ce que je dis, tu sens la tension sur les ischios. Ok, je lui dis maintenant, cette tension que tu as sentie, tu essaies de la sentir sur chaque deadlift, et du coup il y pense avant d'y aller. C'est une sorte d'imagerie aussi à court terme, très court terme, pour ensuite recréer la même sensation. C'est un peu l'idée. Par aussi des jeux de rôle, c'est-à-dire vous faites jouer à l'athlète le rôle de l'entraîneur ou à l'entraîneur le rôle de l'athlète. Établir une liste de pensées négatives typiques. Donc vous avez un athlète qui a beaucoup de pensées négatives ou vous-même vous avez beaucoup de pensées négatives. Vous prenez un papier, parce que l'écriture ça a quand même de la force, et vous écrivez les pensées négatives que vous avez avant de faire le geste qui vous bloque. Donc vous avez du mal sur le snatch, vous avez souvent des pensées négatives, toujours les mêmes qui reviennent. Vous prenez un papier, vous écrivez tout. Et comme ça, déjà, ça vous permet de prendre du recul sur vous-même. Ok ? Pour savoir pourquoi. Moi, j'ai travaillé beaucoup parce que, par exemple, pour des affiliés, j'ai commencé, je me suis dit, t'es nul, tu fais de la merde. 30 minutes, c'est hyper long avec ça dans la tête. Ah oui, ça peut être très très long. Ouais. J'ai fait quand même de la merde. Du coup. En fait, avec la PM, on a vachement travaillé sur, en fait, pourquoi je sens ça, pourquoi je suis en ça. Et du coup, on a travaillé avec beaucoup de lucidité. C'est hyper difficile de se dire, en fait, c'est le regard des autres, c'est quand je me compare. En fait, c'est tout décortiquer ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'en fait, une fois que tu le décortiques,
Et après, tu arrives à te recentrer sur l'objectif de maîtrise que j'ai réussi à faire sur la compète, où on partait première vague, ma teammate, elle arrêtait pas de dire on est première vague et tout. Et moi, je devais faire le max et je savais qu'elle est meilleure que moi au front squat. Et en fait, je sais que si une meuf elle fait mieux que moi, j'aurais pas fait la barre. Et là, je me suis dit, bah, à toi d'être la meuf qui fait mieux et qui fout la pression aux autres. Bah, c'était en première vague. Et ça a marché. Du coup, parce que la meuf, elle squat clean 100, elle a pas fait ça. Et je peux prendre le même exemple donc au French Throwdown, toujours avec Pierre Doré. Pierre Doré, ancien triathlète, il a des barres très basses. Et il savait qu'il avait le plus petit snatch de sa catégorie. Et je lui ai dit, écoute, tu vas pour PR, au moins tu seras content, t'es pas venu pour rien, tu vas pour PR. Et si jamais tu arrives à accrocher l'avant-dernier, ce sera un point que tu auras gagné. Il a réussi à PR, il a réussi à faire la même barre que l'avant-dernier, du coup il a réussi à gagner un point. Et ça lui a permis de rester sur le podium du coup jusqu'au vote d'après. Du coup aussi, ça vient à ce que tu viens de dire, examiner l'évidence, est-ce vraisemblable? Donc est-ce que mes pensées négatives, c'est vraiment vraisemblable ce que je me dis, okay. Et puis aussi il y a des mantras. Donc par exemple, Rafael Nadal, si vous regardez avant de faire un service, il a des petits tics. En fait, il a tout un... En fait, non mais c'est vraiment un protocole qu'il a, c'est des petites... Et il se force à tout faire, comme ça il pense à le faire, et en fait, il est en train de se dire, là je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, et comme ça il n'a pas de pensées négatives qui viennent. Donc par exemple, avant de faire un snatch, vous pouvez y aller, vous dire, je mets mon pied droit, je mets mon pied gauche, je mets ma main droite, je mets ma main gauche, je me place, j'y vais. Et vous n'avez pas dit, oh putain, je suis nul, ça va être lourd, oh merde, oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Ben ouais. C'est un petit rituel. C'est pas con. Dans le moment présent, et surtout, pense pas à l'éléphant, tu penses à l'éléphant. Ben, pense à un avion, tu penses pas à l'éléphant. La pensée sur le moment présent, parce qu'au final, toutes tes pensées négatives, c'est la projection. Et quand du coup, moi, l'objectif de c'est souvent la technique. Sur le slide, par exemple, ça a été un très gros problème. Donc, Julie me le met. Vas-y, mec, arrête, attention, tu as une super séance. Ouais. Et en fait, j'ai ce rituel où dès que je passe la ligne, je suis avec ma barre et je souris à ma barre. Ouais. Et je souris à ma barre pour dire c'est ok, on est content d'être là, mais sinon je vais te lâcher. Ouais. Moi, mon coach de force, donc, le but c'était de me faire gagner au squat. Il m'avait fait prendre un carnet. Il m'avait écrit 3 cueing, donc c'était gratte tes coudes aux côtes, c'était accumule la tension sur la descente et ta barre 2 cm plus bas sur les trapèzes. Et avant chaque série de squats, je relisais les 3 cueing et j'allais faire ma série. Et au moins, je me redisais tout pendant que je faisais ma série. Donc barre 2 cm plus bas, coude aux côtes, j'accumule la descente. Et pendant mon squat, je pensais à ça et je me disais pas, ah c'est lourd. Et ça a marché. Donc ensuite, les types de motivation. Donc on a la motivation extrinsèque, qui est socialement référencée. Comparaison externe. Est-ce que je suis plus fort que lui? Est-ce que je snatch plus que lui? Est-ce que je suis qualifié, pas lui? Perspective de récompense ou de sanction. Ah, si je me qualifie pas, je m'entraîne pour rien. Si j'arrive pas à faire cette barre, je m'entraîne pour rien. Ou si j'arrive à faire ça, je vais gagner 10 followers. Perspective de conséquence. Et la motivation intrinsèque. Standard de comparaison personnel ou objectif. Donc, je veux, moi, gagner 5 kilos sur le snatch par rapport au Ruben d'il y a 6 mois ou du Baptiste d'il y a 7 mois. Pour la stimulation, j'adore faire du crossfit parce que l'adrénaline, les sensations, j'ai l'impression d'être un super-héros à la fin d'un WOD ou, je sais pas, la connaissance. J'ai envie de faire de mon corps un outil, de réussir à faire du handstand walk, des muscle-up, peu importe. Et l'accomplissement. Ok. Alors, toute source de motivation est plutôt bonne à prendre. Par exemple, la musique, c'est une motivation extrinsèque, mais des fois, de la bonne musique, ça vous permet de faire une bonne séance, et c'est bon à prendre. Avoir un partenaire d'entraînement avec qui faire un WOD et avoir envie de lui botter le cul de temps en temps, ça peut être bien des fois, et les jours où on n'a pas envie, des fois, c'est bien. Mais, le plus gros, on va dire, 85-90% de votre motivation, elle doit être intrinsèque. Ok ? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de motivation extrinsèque et après on essaiera de prendre des exemples de motivation intrinsèque. Bah tiens Baptiste, motivation extrinsèque. Un exemple. Pas très drôle parce qu'il fait trop mal. Par exemple. Motivation extrinsèque.
Ensuite, tiens Arthur. Non, mais c'est mes petits souffres-douleurs. Ils sont deux. Il fait ses barres à 20 ans et moi je le fais encore. Enfin, Ouais, par exemple. Marion, toi t'en as plein des exemples, tu m'en dis tout le temps à la boxe. Ah oui. Oh mais elle a squatté tant. Oh mais putain, elle a squatté tant. Je refais Marion là. C'est typiquement ce que tu disais dans une des vidéos justement sur les réseaux, à trop regarder des gens de notre niveau, ça nous met une pression supplémentaire. Ouais. Moi alors maintenant je fais plus de compète quasiment, mais quand j'en faisais, j'ai jamais suivi mes concurrents. c'est Pierre qui disait ça aussi. Et Pierre il fait pareil. Il n'avait Aucun des Master 40 sur son Instagram. Tout à fait. S'il va aller voir lifter, ça va lui mettre. Ah ben oui, et puis en plus ça veut rien dire, parce que peut-être qu'il a fait un PR plus 5 d'autres dans son garage, mais le jour de la compète, il n'y aura peut-être pas ce snatch. Le jour de la compète, il y aura du rameur et Pierre aimé. Enfin, ça veut rien dire en fait. Exactement. Mais ça fait toujours mal à lui. Autre exemple de motivation extrinsèque. Je veux faire ça parce que mon père, pour impressionner mon père. Par exemple, ça peut être noble des fois. Ça peut être noble, mais le problème, et on va en parler tout à l'heure, vous ne maîtrisez pas ce que votre père pense de vous. Vous n'êtes pas dans sa tête, donc faites-le pour vous. Exemple de motivation intrinsèque. Par exemple. Ensuite. C'est tout. Plaisir, en fait, quand je l'ai fait, je me suis aperçu que moi, ce que j'ai le plus plaisir dans ce sport, c'est de voir les gens se dépasser. Presque autant que moi faire des PR, je m'en fous d'une fois de sur là-bas, mais j'aime voir cette énergie. Ouais. La joie de quand quelqu'un se dépasse, quand le Pierre qui fait le premier ring en keeping, elle était tellement heureuse. Moi, c'est pour ça que je fais ce sport, c'est pour voir ça et ce côté communautaire, cette motivation au final très intrinsèque. Qui fait des compètes ici Qui fait des compètes en endive? Parce qu'en équipe, c'est différent. Ok. Vous êtes déjà dit avant une compète, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait y retourner? Non mais moi ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait y retourner? Ouais. Et les sensations sur le floor, ça t'a jamais dit l'adrénaline? Ouais. Ouais, par exemple, tu faisais des sports de combat, tu t'es déjà dit avant un combat, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui t'a forcé à y retourner? T'aimes ça? Ok. Et pourquoi t'aimes prendre des coups? Ok. Donc il y a le dépassement, il y a un aspect de dépassement de soi, s'endurcir. Voilà. Donc, ça c'est de la motivation intrinsèque. Mais du coup, 90% de la motivation, ça doit être de la motivation intrinsèque et c'est quelque chose qui se travaille. Il y en a qui l'ont un peu naturellement, mais ça peut se travailler. Et typiquement, l'exemple de Pierre au 57 Throwdown, là, c'est un volcan. C'est quand vous avez ce truc en vous, vous savez ce que vous voulez, vous y allez quoi qu'il arrive. On aurait pu lui donner le rameur et une barre sur du goudron au milieu d'une route, il aurait fait le WOD. Ok? Du coup, maintenant qu'on a exploré ça, on va plonger un peu plus profond dans la motivation intrinsèque. Vous connaissez lui? Aïe aïe aïe, la culture G. Non, personne connaît? Si. C'est Albert Camus. C'est Albert Camus. De quoi? J'ai entendu un truc. Non, bon, j'ai rêvé. Ok. Donc du coup, Albert Camus, c'est un philosophe français. Il est mort dans les années 60, je crois. Et il était du courant existentialiste. Donc c'est un courant de philosophie. Et en gros, la question qu'Albert Camus pose, c'est la première question qu'on doit se poser, c'est le sens de la vie, le pourquoi. Ok ? À quoi bon faire du crossfit si, à un moment donné, je vais vieillir et je vais devenir moins vigoureux? À quoi bon devenir plus fort, plus endurant, etc. si à un moment donné, je vais vieillir et même à un moment donné, je vais canner? À quoi bon s'entraîner si j'ai une chance sur 1000 d'être aussi fort que sur 10 000, sur 1 million, que d'être aussi fort que Matt Fraser? À quoi bon faire des compètes si c'est tout simplement qu'un jeu avec des règles où les mecs comme Froning et Fraser sont les meilleurs? À quoi bon?
Et du coup, Camus, la question qu'il pose, c'est le sens. Le sens, pourquoi? Le pourquoi. Donc, il y a un philosophe qui s'appelle Schopenhauer qui dit que le non-sens, c'est un problème humain. Et lui, il préconise carrément à l'humanité de se suicider. Bon, ça, c'est un peu... Ouais, je pense pas trop comme ça, moi, personnellement. Après, il y en a qui peuvent penser comme ça. Mais du coup, l'homme, en gros, depuis toujours, il a cherché à donner du sens à ce qu'il faisait. Ok. Pour expliquer un petit peu les obstacles qui arrivaient devant eux. Et pour... avant, on avait la religion. Donc avant, les hommes, ils avaient la religion pour donner un sens. Après, on a eu la science, mais le truc, c'est qu'avec la science, on peut savoir... si je vous mets une barre à 100, on vous charge une barre à 100, avec la science, vous pouvez savoir combien de newtons vous devez appliquer dans le sol pour la faire monter, selon votre taille, combien de centimètres vous devez la faire monter en termes de hauteur pour avoir le temps de passer dessous. Avec la science, on peut avoir tout ça, mais on ne sait pas pourquoi snatcher 100. Pourquoi snatcher 100? Ok, on sait ce qu'il faut pour les snatcher en termes de physique, mais pourquoi? Donc il y a la question de sens, le pourquoi. Ok. Et Camus, lui, il parle d'absurde. Ok. L'absurde, c'est on a des cycles qui se répètent. On naît, on vit, on meurt. Ensuite, il y a nos enfants qui naissent, qui vivent, qui meurent. Et du coup, avec ces cycles, on a besoin, on oublie le sens. Ok. Et du coup, pour Camus, la réponse à l'absurde, c'est la révolte. La révolte dans le sens, pas la révolution, mais la révolte, être un homme révolté. Est-ce que vous connaissez le mythe de Sisyphe? Vous connaissez que l'image? Ok. En gros, c'est... la pierre qui pose de l'autre côté de la montagne. Exactement. En gros, Sisyphe, dans la mythologie grecque, c'est un mythe. Donc en fait, en gros, Sisyphe, donc il y a Hadès, le dieu de la mort, qui l'appelle et qui lui dit « Bon, c'est ton tour, viens ». Et Sisyphe, il dit à Hadès, attends, je vais d'abord dire à ma famille, passer un peu de temps avec eux, les prévenir, et après j'arrive. Au final, il arnaque un peu Hadès, et il reste du coup parmi les vivants. Du coup, les dieux lui disent, ah ok, t'as voulu nous arnaquer un peu, on va te donner une punition encore pire que la mort. Tu vas rouler une pierre en haut d'une montagne, et une fois que tu seras arrivé en haut, elle va retomber en bas, et tu vas devoir recommencer tout ça pendant toute l'éternité. Et du coup, là, on a un peu une belle image de l'absurde, ok ? Les cycles qui se répètent, on ne sait pas pourquoi. Et Camus nous dit, si on est des hommes révoltés, on est tous un peu des Sisyphes qui s'ignorent, on roule tous notre pierre. Et Camus nous dit, si vous êtes des hommes révoltés, la solution à ça, c'est l'engagement passionné de soi. C'est-à-dire vivre passionnément. Rouler sa pierre, et imaginer que dans le fait de rouler sa pierre, pour Sisyphe, c'est un accomplissement. Il s'accomplit lui-même en roulant sa pierre. Donc en gros, c'est changer sa perception et voir, parce qu'on a tous une pierre à rouler, le roulement de cette pierre comme l'accomplissement de soi et une manière de vivre la vie de manière passionnée. D'accord ? Donc c'est ça exister, c'est ça être pour Camus. Okay ? Et une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que vous êtes mortel, que vous pouvez vous accomplir, que du coup, vu qu'il y a l'absurde, il n'y a pas de sens vraiment, vous êtes dans ce monde, vous y êtes pour une durée limitée, il n'y a pas vraiment de sens, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets, et c'est là que vous pouvez être heureux, parce que vous pouvez contrôler ce que vous faites dans votre vie, vous accomplir et vous engager passionnément dans votre vie. Donc pour ça, Camus nous dit, si vous n'aimez pas votre travail, changez de travail. Si pour vous, vous accomplir, c'est continuer dans un travail que vous aimez moyennement, mais que ça vous permet d'élever vos enfants, et élever vos enfants, ça vous accomplit, faites-le. Mais choisissez la voie où vous êtes dans la joie et où vous vous accomplissez. Donc on a cette citation, peu importe comment le monde pousse contre moi, en moi il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux poussant de retour. Ensuite on a Nietzsche et le principe de virilité ou volonté de puissance. Donc ça c'est Nietzsche, c'est un philosophe allemand. Et Nietzsche nous dit que... De quoi ? Du coup, virilité, on a souvent une définition un peu erronée.
souvent, on pense que c'est que masculin, mais en fait, pas du tout. En latin, ça vient du mot vir. Vir, en latin, c'est ce qui relève de l'individu. Et de vir, on a virilis, donc vigoureux, énergique, actif. Donc en fait, quelque chose de viril, en fait, c'est quelque chose de actif, quelque chose de vigoureux, quelque chose qui a de l'énergie, qui a une volonté de vivre, une volonté d'être. Déjà, vir, c'est ce qui relève de l'individu. Donc en fait, être viril, c'est vouloir être quelqu'un, vouloir être. Et donc Nietzsche nous dit que la volonté de puissance, en fait, c'est la recherche de puissance, mais pas dans le sens péjoratif que nous on a des fois. C'est la vie qui s'exprime. C'est-à-dire que si je prends un grain de blé, je le plante dans la terre, ce grain de blé-là, il ne va pas chercher à empêcher les autres grains de blé de pousser pour lui pousser, il va juste pousser. Il va pousser contre la terre, le germe va pousser contre la terre, va sortir et il va essayer de prendre l'eau pour faire en sorte de grandir. Ça, pour Nietzsche, c'est la volonté de puissance. C'est ça en fait la flamme intérieure de la motivation intrinsèque. J'ai envie de prendre des coups parce que j'ai envie d'être dur. Voilà, la volonté de puissance. L'envie d'être la meilleure version de soi-même, vraiment. Pas pour écraser les autres. Le stoïcisme, donc un courant de philosophie romain de l'Antiquité. Donc en fait, les stoïcistes, ils nous disent que, grosso modo, centrez vos sentiments sur les choses que vous contrôlez. Si vous faites sur des choses que vous ne contrôlez pas, vous vous exposez automatiquement à de la souffrance. D'accord ? Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu contrôles. Et j'ai mis quelques citations que j'aime bien. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Donc en gros, espérer, c'est une projection de l'esprit, c'est la loterie. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais je ne maîtrise pas. J'espère, en fait j'espère. Alors que vouloir, c'est la volonté d'action. Je veux gagner 5 kilos sur mon snatch, même s'il pleut. Ok ? Espérer, c'est jouer à la loterie. Je vais acheter mon billet de loterie et j'espère pouvoir gagner. Alors que vouloir gagner la somme qu'il y a à la loterie, c'est mettre en place les actions que je contrôle pour pouvoir atteindre cette somme. Donc, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Donc, par exemple, on peut avoir un athlète qui se qualifie 20e aux Affiliate Battle, un autre qui se qualifie 21e, donc ils sont à une place chacun. Il y en a un qui va être super content, et il y en a un qui va être dégoûté parce que l'année dernière il s'était qualifié 10e. C'est la même chose, mais juste par la perception des choses, par le jugement porté dessus, on a des sentiments totalement différents. Il y en a un sur la compète qui va faire une 3RM clean, c'était combien ? Bon, il y en a une qui va faire 3RM clean à 70, l'autre à 70 aussi. Il y en a une qui va être dégoûtée, l'autre qui va être trop contente. Donc il y a un jugement qui est porté sur la chose. L'émeraude ne perd pas de valeur faute de louange. Ça, c'est une de mes préférées. Le désir de reconnaissance, en fait, en faisant cela, en ayant un gros désir de reconnaissance, on fait dépendre notre valeur au jugement d'autrui. J'ai envie de faire ça pour que mon père soit fier de moi, mais vous ne contrôlez pas ce que votre père pense de vous, en fait. C'est tout, c'est comme ça. Vous ne contrôlez pas le fait que les autres soient attentifs ou pas au travail que vous portez. Vous pouvez travailler comme un acharné tous les jours de l'année, pendant des années, et il y aura des gens qui ne seront jamais reconnaissants. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Mais du coup, il faut le faire pour vous, pas pour les autres. Des gens que tu travailles pendant un an un truc et qu'il y a quelqu'un qui se gagne le premier coup, alors toi t'as bossé pendant un an. Ouais, mais tu fais dépendre ta valeur en fonction de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mais le travail que tu as fait, que tu as fourni, il compte, parce que tu l'as fait. Et du coup, tu es dans l'accomplissement de toi. Tout ce qui est possible pour l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Et souvent, ça marche, ça, quand vous avez quelqu'un qui est plus ou moins de votre niveau, qui fait quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à faire, souvent, vous allez le faire pas longtemps après. Parce que vous avez vu, du coup, vous avez changé votre perception sur la chose. Avant, il y a un siècle, 100 mètres en 10 secondes, impossible. Maintenant, on en a des dizaines de mecs qui font des 100 mètres en moins de 10 secondes. Perception sur la chose.
Que la force me soit, alors ça c'est pour moi la meilleure, c'est pour ça que je la mets à la fin, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le pouvoir de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer les deux. La force de endurer ce que vous ne maîtrisez pas, la force de changer ce que vous maîtrisez, et surtout la sagesse de distinguer les deux. Alors ça, j'étais obligé de faire un diapo dessus parce que je saoule tout le monde avec ça. Souffrir dignement. Alors vous avez choisi de faire du crossfit et vous allez devoir du coup apprendre à souffrir parce que c'est un sport de souffrance. C'était qui hier qui disait que c'était le pire des sports, le plus ingrat? C'était David, je crois. Le pire des sports, le plus ingrat, mais on n'est pas loin. C'est dur, ça fait souffrir. Des fois, on s'ouvre les mains, des fois, on se blesse. Des fois, on a l'impression qu'on va vomir, qu'on voit flou. Du coup, il faut apprendre à souffrir. Et du coup, moi, je racontais souvent l'histoire de Mucius Scaevola, les charbons ardents. En fait, cette histoire, je l'ai découverte, c'était Mathis, pour ceux qui le connaissent, qui m'avait prêté un livre de Michel Onfray qui s'appelle Sagesse. Et en fait, ce livre, je vous le conseille vraiment. Il y a un chapitre pour chaque chose de la vie que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie. Donc, il y a souffrir, il y a aimer d'amour, aimer d'amitié, vieillir, parler, comment avoir une parole, etc. Et dans le chapitre souffrir, il raconte l'histoire de Mucius Scaevola. Donc en fait, Caius Mucius, et Scaevola, ça veut dire gaucher en romain. Vous allez voir pourquoi. C'est un patricien romain. Donc en fait, dans la Rome antique, dans la République romaine, il y avait les patriciens, les plébéiens. Les plébéiens, c'était le peuple. Les patriciens, c'était un peu les nobles et les bourgeois. Et au VIe siècle avant Jésus-Christ, Porséna, le roi des Étrusques, prend de siège la ville de Rome. Donc à ce moment-là, Rome est une république et n'a pas encore le contrôle de toute l'Italie. Donc Rome est prise de siège par Porséna et le siège dure. Donc les Romains commencent à être affamés, etc. Et Caius Mucius va voir le Sénat et leur dit « Bon, écoutez, je sais parler l'étrusque. Ma mère de lait était étrusque. Je vais me faire passer pour un étrusque et je vais aller poignarder le roi des Étrusques. » Il va le dire au Sénat, il n'agit pas de lui-même parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un déserteur, donc il dit au Sénat, le Sénat lui donne l'aval, il se déguise en étrusque, il parle leur langue, donc ça tombe bien, il y va, sauf qu'il ne sait pas à quoi ressemble le roi Porséna, et il voit à un moment donné son comptable qui est très habillé richement, du coup il croit que c'est le roi, il le poignarde, il le tue, manque de bol, c'était pas le roi Porséna, du coup il se fait attraper, et on le mène devant le roi, et Porséna lui dit donc qui te commande? Caius il refuse de répondre et pour lui montrer sa volonté de faire, il met la main droite sur un brasier qui était allumé pour le sacrifice et le regarde dans les yeux d'une manière, avec un regard vraiment déterminé et courageux. Et le roi Porséna, impressionné, lui dit, donc au moment où Caius pose la main, il dit cette phrase « Vois combien le corps est peu de choses pour ceux qui n'ont en vue que la gloire. » Et il pose sa main sur le brasier, sa main droite brûle. Scaevola, du coup, en latin, ça veut dire gaucher. Mucius le gaucher, parce qu'il deviendra gaucher après ça. Et le roi Porséna dit, mais tu es plus cruel pour toi que pour moi-même. Je t'épargne donc la mort. Et là, Mucius lui dit, je viens de la jeunesse romaine et nous sommes 200 dans ce camp qui sommes prêts à faire la même chose que ce que nous avons fait, ce qui est faux. Et du coup, Porséna, grâce à cette action-là, décide de lever le camp et de lever le siège de Rome. Bon, bref, toute cette histoire pour dire que vous pouvez maîtriser la perception de la souffrance. Okay, vous ne maîtrisez pas le fait de tomber malade, mais vous pouvez maîtriser la perception que vous avez sur la maladie. Vous ne maîtrisez pas le fait de vous blesser, mais vous maîtrisez la perception sur la blessure, vous maîtrisez les actions que vous pouvez faire pour gérer cette blessure. Vous pouvez maîtriser votre dialogue interne quand vous souffrez sur un WOD. Par exemple, vous dire, c'est pas de la souffrance, c'est juste de l'inconfort. Dès que je vais arrêter le WOD, mon cardio va redescendre, mon souffle va redescendre, la brûlure va redescendre. Je mets la main sur le brasier. Moi, je me dis que Tout le monde est dans mon cas. C'est-à-dire que si vous pensez à la souffrance, vous la grandissez. Par contre, si vous essayez de l'ignorer, vous avez déjà vu des vidéos de Iceman, comment il s'appelle déjà? Wim Hof, qui se met dans des eaux à moins 10. Il y a un peu de main dans le brasier là-dedans. Après,
aussi. Les 10 clés du succès, selon moi, choisissez de faire plutôt que d'être. Si vous voulez être, en fait, vous allez être toujours dans le paraître et vous allez oublier les actions à mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc choisissez plutôt de faire. Et puis dans l'accomplissement de soi, c'est toujours mieux de faire. Restez un apprenti, il y a toujours de la place pour le progrès, qui que vous soyez le meilleur crossfitter du monde ou le pire. Soyez conscient de votre dialogue interne, contrôlez-le. N'ayez pas peur de l'échec, il faut tenter. Vous voulez vous qualifier à une compète, peut-être que la première et la deuxième fois, vous allez échouer. Et la troisième, vous allez peut-être y arriver. Soyez optimiste, dialogue interne, toujours. Construisez votre discipline. C'est important ça aussi, parce que la motivation intrinsèque fait la discipline. Et c'était Pierre qui disait ça une fois. Les premières fois, quand vous allez nager le jeudi à la piscine pour apprendre à nager, les premières fois, c'est de la motivation. Au bout de 6-8 semaines, c'est de la discipline. Ça devient une habitude. Soyez conscient de la nature de votre motivation. L'effort suffit, donc n'attendez pas la reconnaissance. Faites l'effort qui vous mènera à vos objectifs, qui vous mèneront à votre accomplissement de vous, et ça suffira. Trouvez des modèles qui travaillent dur et imitez-les et entourez-vous. Et ce sera tout pour ce speech. Merci.